Je ne mordrai pas la main qui nous nourrit. J'ai vraiment pas les moyens de m'y mettre à dos. Hein. J'ai peur de passer pour une empêcheuse de tourner en rond dans le quartier. Je veux pas qu'on m'accuse de ne pas vouloir collaborer, d'être contre le partenariat. Depuis qu'ils sont assis à la table de concertation, c'est un petit peu difficile de critiquer. Alors, c'est un peu en fait, c'est des paroles réelles qu'on a entendues de la bouche de représentants du milieu communautaire. On parle de loi de l'Omerta, c'est peut-être un peu fort, hein, c'est la mafia, la loi de l'Omerta. Il y a peut-être un élément, par exemple, qui est similaire. La loi de l'Omerta, en fait, ce que c'est que c'est une question d'honneur hein, pour les mafieux. Si tu parles contre tes supérieurs, c'est déshonorant pour toi-même. Alors, tu perds la bonne grâce du parrain. C'est un peu ça qui se passe actuellement avec les partenariats publics-privés dans les quartiers. C'est extrêmement difficile d'en parler ouvertement. Alors, on a parlé beaucoup tantôt des gens qui en parlent dans les corridors, mais pas en public, c'est très difficile. Juste pour vous dire, on a essayé de trouver des gens qui étaient directement d'organismes communautaires pour venir ici aujourd'hui, puis on n'a pas pu en trouver. Alors, c'est juste pour vous dire que c'est difficile. C'est pour ça que le RIOC a accepté de porter leur parole. Hein. Moi, je suis employé d'un regroupement qui a la chance d'être financé par le PSOC, qui est un financement à la mission qui nous garantit une certaine marge de manœuvre politique jusqu'à maintenant. Et ça me permet peut-être un peu plus de liberté de parole. Mais donc, en même temps, ce n'est pas normal que les autres n'en aient pas. Alors, je viens vous donner en fait quelques exemples de ce qui se passe dans les quartiers aujourd'hui pour nous aider à voir aussi, je pense en sortant d'ici, qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que ça, c'est une question qui plane sur ce colloque-là. Hein. D'ici la fin de la journée, ça serait intéressant. En plus des constats qu'on fait, qu'on commence à réfléchir collectivement à ce qu'on peut faire. Puis je pense que les témoignages que je viens de vous dire, ça démontre que tout seul, c'est extrêmement difficile de résister contre ça. Et ça, c'est de la part des organismes, mais c'est de la part aussi d'organisateurs communautaires, de CLSC, ou comme on vient de nommer, c'est de la part d'employés aussi de la santé publique. C'est tellement vertueux tout ça que ça devient difficile de contrer ça. Donc, les organismes, les fondations, en fait, sont débarquées dans nos quartiers. Ce qui se passe concrètement, ça a été nommé depuis quelque temps. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'avant ça, les milieux se sont organisés. Hein. C'est ça le mouvement communautaire. On a parlé hier hein, de l'approche mutualiste, des communautés qui se prennent en charge pour créer plus de solidarité dans nos milieux. On s'est donné des lieux pour se parler, pour trouver des solutions aux problèmes concrets vécus par les gens, dont la pauvreté, et que ça peut passer par toutes sortes de moyens, autant d'offrir de l'aide directe, mais aussi par des mobilisations qui peuvent aller jusqu'aux politiques. Mais depuis quelques années, en fait, il y a des nouveaux acteurs qui sont débarqués dans nos tables de concertation où on avait un espace de parole qui était relativement libre jusqu'à maintenant. Depuis quelque temps, il y a des gens qui se sont rajoutés autour de la table. Ça s'est passé tranquillement. Ça s'est passé souvent assez bien dans beaucoup de quartiers, dans d'autres quartiers moins bien. Mais le résultat net, c'est que les gens se sont rajoutés autour de la table et des gens qui n'étaient pas juste là pour venir parler, discuter à partir des besoins des populations, mais qui venaient avec un projet, avec une vision, avec de l'argent. Et donc, les tables de concertation, tranquillement, pas vite, les bailleurs de fonds se sont joints. Ça a commencé par des fois des projets CIP, hein, ça a commencé ensuite par Chagnon. Ça a continué avec Chagnon, Centraide, avec d'autres types de projets. Fait que finalement, on se ramasse où les tables, on passe beaucoup de temps à gérer des projets et de moins en moins de temps à discuter des problèmes du quartier et de solutions autres que ce qui est à l'intérieur de ces cadres-là. Fait que ça change la dynamique. Quand comme organisme, tu t'assois et ton bailleur de fonds est assis autour de la même table, c'est là que ça devient difficile de s'exprimer. Le résultat net de ça, c'est que souvent les organismes qui ont des critiques vont les porter ailleurs, comme dans leurs regroupements régionaux ou dans d'autres espaces. Et même dans les quartiers, ça arrive des fois, quelques quartiers qui ont gardé des tables exclusivement communautaires, d'autres où il y a une tendance à vouloir fusionner toutes les tables en une seule, où là, ça devient carrément une fusion de Chagnon, des tables de quartier, de Centraide, de tout ce qui peut s'appeler. Ça, c'est une tendance qu'on commence à voir. Fait que ça, c'est juste pour vous montrer un peu la réalité du terrain puis l'impact sur les organismes communautaires. Est-ce que Chagnon respecte les pratiques? On vient de parler du Dr Julien, mais est-ce que Chagnon respecte les pratiques distinctes d'un quartier à l'autre? Est-ce que les programmes qui partent d'en haut
ont une capacité de s'adapter aux différentes réalités du milieu et trouver des réponses originales aux problèmes de la population? Je pense que non. En fait, on l'a dit depuis le début, les fondations privées ont un cadre conceptuel et scientifique qui est assez homogène. Et on demande aux organismes, effectivement, de partager cette vision-là et de s'y joindre. Et non pas, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre pour discuter des objectifs. Et ça place justement les organismes qui auraient d'autres visions un peu en marge. Et là, je vais vous donner un témoignage, par exemple, d'un organisme communautaire que je nommerai pas naturellement parce que c'est difficile de parler publiquement, mais un organisme dans un quartier. Je peux dire, en tout cas, c'est un organisme qui travaillait avec les femmes dans un quartier de Montréal, qui avait développé toutes sortes de projets avec les mamans de l'organisme et qui avait fait ça avec le soutien justement de fonds publics qui appartenaient plus à la santé publique à ce moment-là et du CLSC. La dynamique était bonne depuis plusieurs années. Depuis que Chagnon est arrivé dans ce quartier-là, la table de concertation les a accueillis et là, c'est devenu un comité intersectoriel. Et là, cet organisme-là, en ayant contre Chagnon et contre les idéologies, ne voulait pas collaborer avec Chagnon. Et il vous refusait d'aller s'asseoir à cette table-là depuis que Chagnon était là, mais il voulait quand même continuer son projet financé par le CLSC, financé par le CIP. Et les pressions ont été extrêmement fortes sur l'organisme. Et c'est même la table de concertation qui a dit, écoute, si tu veux continuer d'avoir ton financement du public, il faudrait peut-être que tu viennes t'asseoir avec la table avec Chagnon. Sinon, je pense que c'est mieux d'oublier ça pour l'avenir. Alors, vous voyez, ça, c'est un exemple. Là, il ne faudrait pas penser que c'est la terreur comme ça partout. Là. Mais ça démontre quand même que c'est problématique, cette espèce de partenariat forcé, de concertation forcée entre tous les partenaires, c'est problématique. Qu'est-ce que les organismes qui ne voudraient pas travailler avec Chagnon peuvent faire? Ça devient difficile. Puis là, quand on est rendu à fusionner dans la gestion des projets, les enveloppes du CIP avec Chagnon ou avec d'autres, dans un seul plan d'action unique, c'est extrêmement dangereux pour la diversité des pratiques dans le milieu communautaire. Fait que ça, c'est un exemple que je voulais donner. Pourtant, le milieu communautaire, tout ça, là, cette espèce de volonté de vouloir harnacher ou orienter les pratiques, c'est vraiment, vraiment une grosse dérive. Parce que nous, le milieu communautaire, depuis des années, on était supposé d'avoir une politique d'action communautaire autonome. Hein? Et le gouvernement, je vais vous lire juste un extrait là, pour vous montrer. En principe, le gouvernement, en finançant les groupes, il reconnaissait notre autonomie. Ça dit, je vais vous dire un petit extrait. La distance critique qui doit exister entre le mouvement communautaire et l'État afin que s'instaure une relation véritablement dynamique où le communautaire protège son identité et conserve une marge de manœuvre dans les relations qu'il entretient avec les pouvoirs publics. C'était ça l'esprit du respect de l'autonomie. On parle d'un processus qui comprend non seulement la détermination du besoin comme tel, mais aussi la mise en œuvre des moyens appropriés. Est-ce qu'on peut penser que c'est le cas avec Chagnon? Loin de là. Hein? Qui détermine le besoin de faire plus d'activités de lecture, par exemple, sur la maturité scolaire? Ce n'est pas nécessairement un besoin qui vient de la base, c'est un besoin qui est prédéterminé. Le gouvernement s'est engagé à respecter l'autonomie des organismes. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas assez parlé du gouvernement. Il faut rappeler que l'association du gouvernement avec Chagnon, je pense que ça, c'est le bout qu'il faut, d'après moi, vraiment mettre beaucoup plus d'emphase dessus. C'est une décision politique qui a été prise, qui a conféré à Chagnon beaucoup trop de pouvoir. Pour nous autres, en tout cas dans le communautaire, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que, puis même, on peut le dire de façon... même des gens du réseau public qui l'affirment aussi, on est en train de créer carrément un institut de santé publique privé, là. Partout au Québec, l'ampleur que ça a, l'association, comme j'ai dit tantôt, des hautes sphères de la DSP, là, quand on parle de la direction, pas nécessairement à tous les intervenants, mais de la DSP avec ça, l'association de Centraide avec ça, on est rendu avec une seule manière de gérer. Et on a enlevé complètement tous les acquis qu'on avait de partenariat avec les réseaux publics qui étaient sur des bases plus égalitaires. Ils sont en train de le perdre. Et les organisateurs communautaires aussi, hein, Yves L'Omerta en passant, ils ont de la misère à s'exprimer là-dessus, même s'ils ont des critiques, ils se font dire par leurs boss qui n'ont pas le droit de parler de ça. Et même, c'est même plus juste les organisateurs communautaires, c'est rendu que c'est les boss des CLSC qui siègent dans les tables. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de malsain dans tout ça actuellement. Juste en allant, je vais finir bientôt mon intervention, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres partenaires, je les ai nommés dans mes interventions hier, mais il y a aussi Centraide, hein, comme je le dis, il ne faut pas oublier, Centraide qui envoie des bénévoles d'affaires pour évaluer les organismes. Ça fait longtemps que ça existe, mais ça, c'est une autre manière aussi d'amener une vision d'affaires. Centraide qui recommande aussi d'amener des bénévoles du milieu des affaires dans nos CA
Hein, ça aussi, c'est problématique. On invite des gens d'affaires, on recommande. Dans la nouvelle mouture de la politique d'action communautaire, le gouvernement dit que le milieu communautaire devrait s'adjoindre les forces vives du Québec. Et c'est qui pour le gouvernement les forces vives du Québec? C'est le milieu des affaires. Alors, vous voyez, ça passe partout, hein, cette espèce d'idéologie-là là, du partenariat avec le milieu des affaires, de cette vision-là, tout ce qu'on a décrit depuis hier. Donc, quoi faire pour le milieu communautaire? Le milieu communautaire qui, à la base, avait une vision d'émancipation, de solidarité, de reprise du pouvoir des gens vers une transformation sociale, un peu comme le mouvement syndical. On voulait lutter contre la pauvreté, véritablement contre les causes, par de l'action qui va jusqu'aux politiques. Qu'est-ce qu'on fait contre cette vision-là qui dit que la pauvreté, c'est une affaire individuelle d'habitude de vie? C'est vraiment deux grandes visions qui s'affrontent. Et là, il va falloir, comme un moment donné, que les organismes se questionnent là-dessus puis voient comment est-ce qu'on adhère ou pas à ça, ou sinon, comment on peut contrer cette vision-là? Par quels moyens on va le faire? Ça, on n'a pas encore, malheureusement, de solution. Comment on va faire pour contrer aussi l'apparition de CLSC privés gérés par le docteur Julien? Comment on va faire pour ça? Il va falloir qu'on se mobilise. Hein, ça n'arrivera pas tout seul, parce que les gens au pouvoir, c'est cette vision-là qui porte. Alors, en terminant, ce petit témoignage, donc les organismes communautaires actuellement sont sous-financés. Le gouvernement investit de 60 à 70 millions par année dans Chagnon ou dans d'autres initiatives de plus en plus privées. Donc, il faut vraiment se remobiliser collectivement et on espère qu'on va pouvoir le faire aussi avec les gens des autres milieux progressistes au Québec et qu'on va arriver éventuellement à changer les choses. Une autre chose qu'on peut faire individuellement, c'est avant de contribuer nous-mêmes, hein, à des initiatives de cette manière-là. Il y a peut-être d'autres choix pour être solidaire. Moi, je vous invite carrément à contribuer directement à des organismes qui partagent les valeurs que vous avez, au lieu de donner une partie de votre paye à des œuvres avec lesquelles vous êtes plus ou moins à l'aise. Je pense que ça aussi, on peut se questionner individuellement, mais ce n'est pas une solution magique, naturellement, mais c'est peut-être un autre pas dans la direction qu'on veut aller. Merci.